Bonsoir, là je me trouve dans ma permanence de député élu par Marseille à l'Assemblée nationale. Alors vous avez derrière moi, je pense que vous voyez les images, on aperçoit des fournitures scolaires. Ce sont les militants insoumis et insoumis qui les collectent pour les distribuer parce qu'ici il règne une très grande misère et un très grand abandon des populations. Si bien que ma permanence parlementaire, c'est plutôt un comité d'action populaire que quoi que ce soit d'autre. Par exemple, une fois on a repeint une école carrément parce que c'était dans un tel état de délabrement que l'un des nôtres ne voulait pas que ses enfants passent une année scolaire dans de telles conditions. Donc cela, je voudrais que vous le sachiez, je voudrais que vous sachiez que jusqu'à présent, la population a dû surtout compter sur elle-même parce que toutes les promesses qu'on lui a faites ont été rarement appliquées, mal, et souvent dans des conditions qui n'étaient pas du tout celles qui avaient été annoncées. Vous savez qu'aujourd'hui, M. Macron est à Marseille. Il y est 3 jours. Je trouve énorme une situation pareille. Donc il est en campagne électorale, il ne faut pas raconter d'histoire. 8 mois avant l'élection, il vient et il dit « j'ai un plan pour Marseille et des milliards ». Bien, très bien, très bien. Ce n'est pas la première fois qu'on fait le coup à cette ville. M. Sarkozy avait fait une lettre pleine de promesses qu'il avait donnée à M. Gaudin. M. Gaudin l'avait donné à connaître à toute la ville. Il était le maire de Marseille à l'époque. Pouf, rien de tout ça ne s'est passé. Derrière, nous avons eu M. Ayrault, qui était Premier ministre à l'époque et qui, avec 15 ministres, avait annoncé 3 milliards pour la ville de Marseille. Et ensuite, nous avons eu M. Valls, qui est venu. Lui, il est venu avec 9 ministres. C'était pas rien, là non plus. Et ce qui est amusant à savoir, c'est que dans les 9 ministres, il y avait M. Macron. Et qui donc connaît le numéro de prestidigitateur auquel se livrent dans cette sorte de pèlerinage des promesses tous les premiers ministres de ce pays, tout en abandonnant cette ville et en exaspérant les gens qui voient bien qu'on les manipule et qu'on se sert d'eux pour donner une impression devant le reste du pays qu'à Marseille, on n'arrête pas de donner de l'argent et que ça va toujours aussi mal, donc c'est la faute des Marseillais. Alors ça, c'est ce qui exaspère les gens, c'est ce qui est insupportable. Moi, je suis surpris, voilà 2 jours que ce cirque dure, il n'y a plus que moi qui proteste. Alors, ils sont passés où, les autres? Je ne parle pas des élus locaux. J'ai été élu local moi-même très longtemps. Quand quelqu'un vient avec des sous, on prend d'abord, parce qu'on en a besoin pour sa population. Donc, on ne mord pas la main qui tient le chèque. Et je n'en veux ni au maire de Marseille, qui est PS, ni à la présidente de la métropole, qui elle est membre des Républicains, l'un c'est M. Payan, l'autre c'est Mme Vassal, d'être, disons, plus que courtois à l'égard du président de la République. Ce sont des choses normales. Mais les responsables nationaux, quand même, ils ne peuvent pas laisser faire et dire tout ça, sans avoir rien à répliquer, sans même se donner le mal d'essayer de savoir si ce qu'ils racontent a une signification concrète. Par exemple, vous entendez depuis 2 jours le chiffre de tantôt 3 milliards, tantôt 1 milliard donnés à Marseille. Alors c'est combien? Et surtout, combien vont réellement être donnés par l'État comme une recette supplémentaire pour les collectivités locales? Et combien va être dépensé vraiment? Parce que vous avez des règles, des procédures, d'appel d'ordre, de règlements européens qui ralentissent d'une manière incroyable les dépenses. Si bien que hier, comme j'ai commencé à dire, écoutez, vous vous moquez de nous, il n'y aura pas 1 euro de dépensé avant la présidentielle, donc racontez pas d'histoire. Et après la présidentielle, ben, un autre monde comment? Alors oui, ils ont commencé à dire, oui, bon, ça ne sera pas tout d'un coup, ça va prendre du temps, ben voyons. Mais il faut le dire aux gens avant, il ne faut pas essayer de leur faire croire qu'on va changer leur vie alors que ce n'est pas vrai. Et surtout, vous autres là qui m'écoutez, je voulais vous dire la chose suivante. C'est bien qu'on s'habitue à tout, hein, mais là quand même, vous ne trouvez pas ça énorme, vous? Alors il n'y a pas un maire à Marseille? Il n'y a pas une présidente de la métropole? C'est le président de la République qui est le 3e maire de Marseille en 1 an. On a eu Mme Rubirola, on a M. Payan, et puis il y aurait en plus M. Macron, qui décide combien il y a d'éducateurs, combien il faut de policiers, combien de ceci, combien de cela. Certaines choses dépendent en effet de l'État, mais d'autres non. Ce sont les élus locaux qui le mettent en œuvre. Alors hier, je lui ai dit, mais dites voir, quelle garantie on a que tout ce que vous nous dites va se faire? Alors, dans la journée d'hier, il a pu un petit peu corriger le tir, il a dit, bah, oh, peut-être qu'il faudra faire un comité de suivi, parce que vous savez ce qu'il m'a répondu sur le moment, il dit, ah ben c'est moi je ne suis pas là pour distribuer des milliards, alors qu'est-ce que vous faites là, monsieur Macron? C'est aux élus locaux, et puis c'est à eux d'arriver à s'entendre. Et encore aujourd'hui, il vient de redire, le problème à Marseille, c'est les chicayas des élus. Donc c'est pas la misère, c'est pas le chômage, c'est rien de tout ça, c'est les chicayas d'élus. Eh bien ça, c'est pas acceptable.
qui viennent dans toute la gloire de la fonction présidentielle montrer du doigt des élus. Donc je dois vous dire que, en vérité, la plupart d'entre eux, comme on dit vulgairement, se crèvent la peau pour essayer de faire quelque chose pour les populations qu'il y a ici. C'est pas acceptable de se comporter comme ça. Alors moi je vous dis, depuis quand c'est le président de la République qui décide tout ça? Bon. Mais si ça devait être l'État, je l'admets, si j'étais président, l'État, en effet, interviendrait dans des situations de détresse extrême. Il faudrait d'abord commencer par modifier la loi et créer un état d'urgence économique qui permette de prendre des décisions rapides et de se soustraire aux lenteurs des actuelles réglementations en matière d'appel d'offres. Mais je laisse de côté ça, c'est un peu technique. C'est à qui de faire ça? La parole de l'État? Ben, ça porte un nom, il porte un nom dans ce pays. C'est M. Castex, c'est lui le Premier ministre. Donc, il n'y a pas de maire de Marseille, il n'y a pas de présidente de la métropole, il n'y a pas de Premier ministre, il y a M. Macron. M. Macron, avec ses sous, et qui arrive là, et qui dit qu'on va faire ceci, on va faire cela. Moi, j'ai regardé ce qu'il dit depuis 2 jours. Il a commencé par aller parler de politique, de la police, de la sécurité. Et il a dit, je promets, tant de millions pour ci, tant de millions pour ça. Ben, nous, on a fait le travail ici. On a fait le travail. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il promettait les promesses non tenues de M. Darmanin. M. Darmanin avait annoncé 300 policiers. Comme il y en a 100 qui sont arrivés, il y en manque 200. Donc hier, il a dit, il y aura 200 policiers de plus. Ben, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ça a déjà été promis. Alors qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pourquoi c'est pas fait? Il faut qu'il y ait des morts comme il y en a pour que vous arriviez. Puis surtout, venez pas me faire le numéro, c'est parce qu'il y a eu déjà 15 morts cette année que j'arrive là. Parce que c'est pas vrai. C'est depuis 2011 qu'en moyenne, il y a 18 morts par an, que les guerres de gangs ont lieu ici, qu'on n'a pas arrêté d'interpeller l'État pour dire le premier problème, c'est le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et le trafic des armes. Il y a 11 millions d'armes qui circulent dans ce pays de manière illégale. Alors, il faut que ce soit maintenant, tout d'un coup, ça vous prend, alors que depuis tant d'années, ça a lieu. Et encore, je n'insiste pas sur certains des grands dogs que l'État a provoqués ici avec sa police. Donc, c'est pas sérieux de faire ça. Les gens, ils savent qu'on avait déjà promis 300. Ils savent qu'il y a déjà 100 policiers de plus. Et ils savent surtout que quand on sera au nombre prévu, ben on ne sera toujours pas à la moyenne des villes de cette taille. La plupart d'entre vous ne le savent pas. Marseille est grand comme 2,5 fois Paris. D'accord? Et le réseau de métro ici, il est, je crois, 8 fois inférieur à celui de Paris, le nombre de lignes. C'est vraiment une situation de détresse. Ça fait des années que ça dure. Donc ce réveil en dernière minute soulève des questions, et il en soulève encore plus quand il vient repromettre ce qui a déjà été promis. Cet après-midi, il s'est mis en retard, d'abord parce qu'il a discuté avec un milliardaire qu'il devait voir, à midi, et puis après, il a été à l'hôpital La Timone. C'est une très grande et très belle structure hospitalière qui est très pointue et très performante dans notre pays. Un hôpital qui est bien connu. Donc il y va et il leur dit je vous reprends 25% de la dette, je vous donne 170 millions. Alors tout le monde dit ah là là, Macron a donné des sous, etc. Bon, alors pas de peau. La reprise de la dette, c'est Madame Buzyn qui l'avait déjà promis. D'accord? Rien de fait. Ensuite, les millions, c'était dans le Ségur. Rien de fait. Donc il est venu promettre des promesses non tenues. Alors vous ne le savez pas, vous n'avez pas que ça à faire, puis vous n'avez pas calculé pour chaque ville. Puis tous les gens qui regardent la télé et la radio ne sont pas au courant, disent bon ben c'est bien, il fait quelque chose. Hein. Non, il ne fait rien les gens, il ne fait rien, il parle. Il est en campagne électorale et il se pare de plumages qui ne sont pas les siens. Alors moi je trouve que ça commence à ressembler à une sorte de tournée d'adieu, quoi. Hein, parce qu'il vient rechanter les vieilles chansons qu'on plut aux gens, 300 policiers de plus, ça c'est une bonne idée, hop, il le rechante. 25% de la dette de l'hôpital repris, alors c'est un tube de l'été, alors toc, il le rechante. Vous voyez pourquoi? C'est le devoir quand même dans une démocratie de ne pas se laisser embobiner par la parole officielle. Bon, il est nécessaire qu'il y ait une parole officielle, bien sûr. Mais quand la parole officielle joue une musique comme celle-là, qui est tout de même une sorte d'enfumage généralisé, non, il faut dire la vérité. On le fait au nom des citoyens. Hein. Moi, ce que je suis en train de vous dire là, ce que je vous ai raconté, c'est ce que les gens m'ont dit, c'est ce que j'ai appris en étudiant et en travaillant avec les gens à Marseille. Je ne le sors pas de mes fantaisies. Les gens savent tout ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il ne faut pas prendre une population parce qu'elle est pauvre et qu'elle est dans la difficulté pour un ramassis de gens qui ne comprennent rien. C'est pas vrai. Ils écoutent, ils savent. Et pas seulement les anciens qui ont de l'expérience, mais aussi les jeunes gens qui suivent tout ça.
Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils voient ça, ils disent, ils se moquent tous de nous. La politique est entièrement pourrie, ils mettent tout le monde dans le même sac. Et ça, c'est terrifiant, parce qu'après, c'est l'abstention qui l'emporte partout. Et ça, pour moi, vous savez bien que c'est la catastrophe, parce que ça veut dire que les mêmes retournent au pouvoir, vu que ceux qui souffrent de leurs pratiques ne vont pas voter. Voilà, tout ça, ça fait qu'on a eu le jour, alors là, il avait 1h30 de retard pour faire son discours, c'est pas très respectueux pour les gens, hein. On disait l'exactitude et la politesse des rois, ça doit aussi être celle des présidents de la République, hein. 1h30, ça fait quand même beaucoup. Alors imaginez-vous que les gens sont là-bas, sur l'esplanade devant le palais du Pharaon, alors il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas, mais 1h30 à attendre comme ça, bon, c'est pas très respectueux. Puis après, il a commencé avec une phrase bizarre. Il a dit mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Alors bon, ceux qui n'ont pas de grade, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et ceux qui n'ont pas de qualité, vous savez, comme on dit, la qualité sociale, alors ça veut dire qu'ils comptent pour rien, hein. Bon, c'est vraiment une formule bizarre qui n'a rien à faire dans la bouche d'un président de la République. On dit bonjour, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens. Et je trouve qu'il y a en permanence une sorte d'arrogance de caste dans leur parole de parler, la manière de parler. Regardez ce Blanquer qui dit aux gens, mais c'est insultant, est-ce qu'ils se rendent compte que c'est insultant? Oui, on n'est pas sûr que les gens dépensent l'argent pour leurs gosses. Mais c'est une honte. De quel droit ce monsieur insulte comme ça les familles? Parce qu'elles ont besoin de cet argent. C'est ça. C'est honteux de faire ça. Alors il y a quelqu'un qui lui a crié, viens nous dire en face qu'on achète des écrans plats. Et les fédérations de producteurs, elles disent que c'est pas vrai. C'est pas à ce moment-là qu'il y a le plus de ventes. Vous savez quand c'est? C'est normal à Noël, quand on fait des cadeaux, ou quand on se fait des cadeaux, c'est là qu'il y a un vrai boom des ventes. Mais moi, par contre, je vais vous dire, à la rentrée, il y a un boom des assurances sur les enfants. Hein? Oui, forcément, c'est obligatoire. Et pourquoi c'est pas gratuit? Pourquoi les gens doivent le payer? Pourquoi ça coûte de plus en plus cher? Voilà, ça oui, c'est des questions à poser. Pourquoi la finance se remplit les poches sur la rentrée scolaire des gamins à toucher des cotisations qui, pour l'essentiel d'entre elles, vont générer des profits considérables, parce qu'elles ne serviront pas à réparer des dégâts. Alors, tout le principe de l'assurance, c'est qu'il y ait plus de cotisations qui rentrent que de sorties pour payer des sinistres. Hein. Tout le monde est au courant de ça. Alors ça argumente qu'il n'a rien à dire, M. Blanquer. Ça ne lui inspire rien du tout. Il y a chez eux une morgue de classe, vous voyez, de caste, on va dire plutôt. Dire, bon, les gens qui n'ont pas trop de sous, c'est des irresponsables. Ils dépensent leur argent n'importe comment. Et lui, il va leur dire comment ils doivent faire. Comme s'il était, en quelque sorte, le tuteur de la population. C'est une honte de parler comme ça. C'est une honte de se mettre à la place des gens pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne doivent pas faire. Il y a quelque chose de profondément autoritaire et méprisant dans cette équipe gouvernementale. Les mêmes qui ont inventé ce pass sanitaire qui sert strictement à rien pour protéger la santé des gens, mais qui sert à contrôler tout le monde de manière active, sont les mêmes qui aussi vont regarder dans la poche des gens pour savoir comment ils dépensent leur argent. Eh bien moi, je trouve que tout ça, ça fait beaucoup trop. Vous savez que je suis en campagne électorale. Je ne m'en cache pas, je n'en ai pas honte. Parce que pendant 8 mois, je vais essayer de faire connaître mes idées, je vais essayer de vous convaincre. Et je veux aussi essayer de vous convaincre que vous avez besoin de quelqu'un qui ne vous ment pas, qui marche droit, qui dit ouvertement et clairement ce qu'il a à dire, plutôt que de tourner autour du pot, comme le font tant et tant de gens qui ne veulent déplaire à personne. Voilà, je finis cette journée, le président, il fait son truc, bon, c'est son numéro de prestidigitateur, moi je le critique, je suis dans mon rôle, mais où sont passés les autres, hein? C'est quand même une question ça. Voilà, je vous laisse avec ça, parce qu'en tout cas, moi je suis là, et je ne baisse pas les bras.